Il existe deux catégories de personnes. Ceux qui savent déjà de quel chef-d'œuvre de cinéma je vais parler, et les autres. Bienvenue sur la pellicule brûle, aujourd'hui retour sur Le Bon, la Brute et le Truand. Film que j'ai vu très très jeune et qui est vraiment ancré en moi, que je connais quasiment par cœur. Et oui, un chef-d'œuvre, il était même révolutionnaire pour l'époque, et non, je n'exagère pas, sachez-le, je n'exagère jamais. Film sorti en 1966, donc il y a 60 ans maintenant, que par chance j'ai enfin vu sur grand écran grâce à une rétrospective sur Ennio Morricone, seule séance où j'ai pu aller. Mais quelle séance, franchement. On va rester un petit peu sur la musique, qui est encore utilisée de nos jours dans des jeux de télévision de merde. Et le pire pour moi, c'est que je suis sûr que certains n'ont même pas la référence du film, ce qui est totalement impensable pour moi. Enfin bref. Musique totalement mythique et même franchement innovante pour l'époque, en utilisant des instruments qui ne sont pas issus d'orchestres symphoniques, tels que la guitare électrique, des bruitages à base de voix humaines, des cris, des sifflements. Ça crée un univers vraiment très très puissant et un imaginaire vraiment incroyable. Et surtout indissociable des images de Sergio Leone. À une époque où les westerns étaient totalement dépassés et démodés, Sergio Leone a sorti successivement trois bons, qui ont été étrillés par la critique mais favorablement accueillis par le public. Les histoires, sans être simplistes, sont quand même relativement simples. Donc pour une poignée de dollars, une guerre de clans, un mercenaire qui arrive au milieu, des enjeux qui se montent au fur et à mesure de la progression du film, jusqu'à un final franchement spectaculaire. Et pour quelques dollars de plus, une histoire de braquage assez complexe à monter, avec une histoire de vengeance, des enjeux vraiment qui deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure de la progression du film. Et ici, pas de vengeance, pas de braquage, juste un contexte, celui de la guerre de sécession. Et un énorme magot qui est perdu. Donc déjà, la guerre de sécession, en fait, Sergio Leone, c'était quelqu'un de très pointu. Déjà, sur ses films précédents, il n'y avait pas d'erreur au niveau de l'habillage des cow-boys, de l'architecture des bâtiments, enfin franchement, il n'y avait aucune fausse note. Et aussi l'armement de l'époque, sur lequel il s'est très fortement documenté, qu'il a été cherché, tout comme cette bataille qui s'est déroulée à l'ouest de la guerre de sécession, fin fond du Texas, autour à la base d'une mine d'or, ici, la mettra autour d'un pont stratégique. Donc, un magot et trois pistoleros qui veulent mettre la main dessus. Donc en fait, c'est juste l'histoire d'une chasse au trésor en pleine guerre de sécession, avec trois pistoleros où il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Clint Eastwood, c'est le bon, ça c'est connu. Ellie Van Cleef, c'est la brute, ça c'est connu. Eli Wallach, c'est le truand, ça c'est connu. À la base, j'étais même déçu de ne pas y voir Gian-Maria Volonté, parce que quand j'étais gamin, il m'avait déjà fortement impacté par son charisme, par la présence magnétique qu'il avait à l'écran. À la base, celui qu'on préfère quand on est gamin, c'est Clint Eastwood, le bon, blondin, qui n'a absolument rien du chevalier blanc, qui sauve quasiment personne. Il a quelques gestes d'humanité, mais bon, faut pas déconner, il veut surtout le magot. Alors qu'en fait, le meilleur personnage, c'est celui de Tuco, qui est campé par Eli Wallach, un acteur extraordinaire, qui aurait ici la meilleure histoire, avec le meilleur background, les plus grosses galères et les meilleures répliques. Et surtout, le plus grand temps d'exposition à l'écran, ce qui montre que c'est surtout son histoire que Sergio Leone voulait raconter dans ce contexte. Deux grandes versions du film qui ont été faites. Une qui a été sortie à la base en Italie 2-3 heures, dont Sergio Leone n'était pas satisfait, qui trouvait qu'elle avait des problèmes de rythme. Il a enlevé toutes les scènes qui étaient ou répétitives ou qui alourdissaient un petit peu la narration ou inutiles, pour arriver à un montage de 2h40 qui était le montage cinéma que tout le monde connaissait jusqu'à la sortie des supports DVD, tout ça, où on est repassé un petit peu à un montage de 3 heures qui patine un petit peu, qui n'apporte pas grand-chose de plus, bref, qui donne franchement moins de plaisir. C'est aussi l'un des rares films que je vais conseiller de voir en version française, la seule version qui aurait été supervisée par Sergio Leone, n'ayant pas pu, pour des raisons d'emploi du temps, superviser ni la version italienne ni la version américaine. Et c'est surtout la version en fait où je trouve que les répliques claquent le mieux, où les voix françaises sont vraiment très très bien jouées. Vraiment au niveau du texte, on voit par rapport à la version anglaise que ça a été un petit peu plus travaillé et franchement c'est vraiment top. Et surtout ce visuel. Déjà en termes de découpage, Sergio Leone c'est le maître du temps. Il peut ou accélérer ou étirer le temps d'une manière
incroyable. C'est un montage vraiment extraordinaire, parce que c'est un peu lui l'inventeur du très gros plan sur le regard et d'un espace large juste derrière. Ça se faisait pas avant. Maintenant, c'est des choses qu'on est habitué à voir, mais il y a forcément un précurseur. Et ce précurseur, c'est Sergio Leone. En dehors de cette grammaire cinématographique, il y a quantité de scènes mémorables dans ce film, ne serait-ce que déjà la scène d'introduction en termes de montage, de temps qui passe, c'est vraiment incroyable. Et surtout les deux scènes totalement mythiques. Celle du pont, la destruction d'un énorme pont en bois pour les raisons du scénario, qui aurait pu tourner à la catastrophe, parce que les éclats que vous voyez à l'écran, bah, c'est les vrais éclats du pont, avec des distances de sécurité qui n'avaient pas été suffisamment calculées, qui auraient pu jusqu'à aller tuer Eli Wallach, hein, qui était un petit peu sur le trajectoire de certains éclats. Et surtout, la scène du duel ou triel final, hein, appelez-le comme vous voulez, avec ces trois pistoleros, au milieu d'une arène antique où tous les spectateurs sont morts vu que c'est au centre d'un cimetière. Visuellement, cette séquence qui s'étire grâce à cette musique totalement incroyable, avec des visuels vraiment extraordinaires, tout magnifique en fait dans ce film, qui va se clôturer un petit peu là-dessus. Si vous n'avez jamais vu le film, franchement, vraiment un western qu'il faut voir, un film tout bêtement qu'il faut voir. J'espère vous avoir donné envie de le voir ou de le redécouvrir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.